On va passer à la dernière communication. C'est Caroline Hervé et Valentine Ribado-Dumas qui vont parler d'un projet avec Bernard, de musée virtuel Monde Inuit dans la mémoire des objets. Les Caroline Lou, Amalou Valentine Taima, Igulime, Saratatunukwa, Inuit, Piulini Agaginita Mitsanu. Donc, au début de sa carrière, vous l'avez mentionné, Bernard s'intéressait à la culture matérielle des Inuits. Ça faisait partie, en fait, de ses intérêts de recherche. Et il a compris, en fait, effectivement, que la sédentarisation et l'intégration progressive des personnes qui vivent, enfin des Inuits, dans l'économie salariale allait faire en sorte de faire disparaître tout un pan de leur histoire, de leur culture matérielle, de leur histoire, de certaines pratiques et de certains savoirs associés à ces façons de vivre. Donc il a donc constitué une collection qu'il a léguée à l'Université Laval en 2018. Au moment où il a constitué cette collection, il était professeur à l'Université Laval, donc, et il a œuvré pendant plus de 30 ans. Et comme l'a mentionné Françoise tout à l'heure, il a été le fondateur donc, d'un vaste réseau d'études inuites. Voilà. Bon, je passe rapidement parce qu'on est un peu en retard, donc j'essaye de rattraper un peu les retards, mais dans une introduction, ça se fait pas facilement. Bref, les objets qui ont été collectés par Bernard voient à nouveau le jour aujourd'hui avec ce musée virtuel à travers lequel nous souhaitons rendre hommage au travail exceptionnel de Bernard et également à l'ingéniosité des Inuits, à leurs pratiques culturelles et sociales si riches. Donc nous allons présenter dans un premier temps cette collection, ses enjeux de conservation aussi, pour parler ensuite de ce projet d'exposition de musée virtuel. C'est Valentine qui prendra le relais, qui est en ligne. Ce qu'on souhaitait aussi mettre en avant, c'est qu'au-delà de leur dimension matérielle, ces objets sont révélateurs de toute une histoire, au premier rang desquels l'histoire des Inuits, mais aussi ils sont les vecteurs à travers lesquels se tissent de multiples relations, et c'est sur cet aspect qu'on va développer. Alors, il faut que je retrouve mes repères. La collection d'objets et de lots d'objets rassemble 354 items. Ces objets touchent principalement à la vie quotidienne des Inuits. On trouve des vêtements, on trouve des objets de la vie courante, des objets du foyer, des outils de couture, des objets pour la toilette, mais également des outils utilisés pour la chasse, la pêche, des jouets et des objets qui sont d'usage plus cérémoniel. Ils proviennent du Nunavut et du Nunavik, principalement d'Igloolik. Mais en fait, on a 140 objets qui proviennent de 3 villages du Nunavut et 87 objets qui ont été identifiés qui proviennent de 4 villages du Nunavik, Puvirnitur, Kangersuyuar, Kangersuk et Kangersualotjuar. Mais on n'a pas identifié la provenance d'une bonne partie de ces objets-là. Alors, la collection comprend quelques artefacts qui datent de la première moitié du XXe siècle, mais la majeure partie ont été fabriqués à la demande express de Bernard et de ses étudiants collaborateurs dans les années, donc au cours des années 60, peut-être début des années 70. Une grande partie de la collection, en fait, est constituée d'objets qui n'ont jamais été utilisés. Ce sont des copies d'objets. Ils ont été fabriqués souvent par des personnes issues de la dernière génération d'Inuits à avoir vécu dans les igloos, à s'être déplacés en traîneau à chien. Et certaines des personnes qui ont fabriqué ces objets-là étaient aussi des personnes avec lesquelles Bernard menait des entretiens. Donc là, on a une liste de noms qui sont à la fois des artistes, artisans et également des gens qui travaillaient, des informateurs à Bernard. La collection est relativement fragile à conserver et parfois à manipuler à cause des matériaux qui sont utilisés dans la réalisation des objets.
249 pièces, dont un grand nombre de manteaux, sont fabriqués avec des cuirs, des fourrures, surtout de caribou, de peau de renard, de rongeurs. On a également 14 vêtements réalisés avec des peaux d'oiseaux, avec leurs plumes. 65 pièces réalisées avec des peaux de mammifères marins. Et des items aussi en os, en ivoire, en pierre, en lichen, en sphaigne. Donc au départ, la collection avait une visée ethnographique. Elle a été conservée au département d'anthropologie dans une chambre froide au pavillon de Koninck. Mais au bout d'une quinzaine d'années, il y a en fait un problème lié à un trop fort taux d'humidité qui s'est développé, donc moisissures, petites bêtes, etc. En 2018, Bernard a légué officiellement sa collection à l'Université Laval. Et en 2020-2021, une nouvelle équipe est arrivée au service des collections de l'université qui était formée adéquatement en conservation et en muséologie. Et ils ont constaté donc l'infestation d'insectes, ce qui a rendu obligatoire son traitement. Donc la totalité des objets ont été emballés individuellement et congelés dans une chambre environnementale à moins 25 pendant 25 jours, c'était très précis, puis mis en réserve conformément aux normes de conservation et placés dans des boîtes en carton de la sorte en fait. Alors, la volonté de valoriser cette collection ethnologique universitaire a fait germer l'idée d'une exposition physique en 2017. Ce projet a été mis en branle par le service des expositions de la bibliothèque de l'Université Laval et le département d'anthropologie, dans le cadre du cinquantenaire du département d'anthropologie. Le scénario avait alors été inspiré par l'approche théorique de Bernard. Donc ça, c'était justement cette première petite exposition physique qui a vu le jour. Et pour le scénario, on s'était inspiré, on a parlé tout à l'heure de cette approche tridimensionnelle, donc le schéma ressemblait à ça, en découpant en fait l'exposition en échelle infrahumaine, échelle humaine et échelle suprahumaine. Donc je passerai sur ce point-là. Je vais donner la parole à Valentine maintenant qui va poursuivre en vous parlant plus précisément de ce projet de musée virtuel. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Attends. Oui, on t'entend, Valentine. Parfait. Caroline, si tu peux passer à la slide d'après. Moi, je vais prendre la suite parce que c'est la suite logique de ce projet-là. Sous l'impulsion de la bibliothèque et particulièrement de Marie Dufour, pour rendre cette collection accessible au plus grand nombre, l'idée a été, après l'exposition physique, de réaliser un musée virtuel. Vu que le village nous provenait le plus d'objets identifiés, en tout cas était idyllique, c'est logiquement vers cette communauté qu'on s'est tourné. Après un premier contact évidemment avec Guillaume pour commencer, qui a été fort intéressant pour structurer tout le projet ensuite et développer cette initiative initialement académique. Sur ces conseils très avisés, ainsi que ceux de Sylvie Leblanc sur place du département de culture et héritage, on s'est lancé dans ce projet qui pouvait, pour plusieurs raisons, être un peu délicat localement. Avec le soutien financier du Musée numérique Canada pour ce projet, il s'agissait à partir de là de déterminer si ça pouvait intéresser les Inuits, donc les Inuits, de quelle façon, et si c'était le cas, comment développer une collaboration pour ce musée virtuel. 5 voyages ont été effectués finalement, donc je les ai mis rapidement, je vais passer très rapidement. 5 voyages ont été effectués, 3 à Iqaluit et 2 à Québec. Je vais me concentrer sur ceux autour des objets, où les relations se sont tissées autour des objets. C'est principalement cet aspect qu'on est venu présenter aujourd'hui. Les 3 premiers voyages en fait, ont eu lieu avec des objets, pour recréer ce lien justement entre l'Université Laval, entre ces objets et les Iqaluit qu'ils souhaitaient.
Alors on peut passer à la suivante. Un premier voyage en mai 2022 a eu lieu à Igloolik pour sonder l'intérêt de la communauté et pour éventuellement développer des partenariats. Les objets sont alors devenus des éléments déclencheurs qui ont permis de déclencher énormément de discussions. Des objets attirés à la curiosité, on en a emmené certains donc, à Igloolik, évidemment sur les nombreuses recommandations des collections de l'Université Laval qui nous ont permis de voyager avec. Ça attirait beaucoup la curiosité, notamment du fait que certains artisans étaient connus dans la communauté. Donc de revoir ces objets, de recréer le lien avec ces objets a déclenché beaucoup de réactions. Également probablement en lien avec le fait, bien humblement, qu'on faisait sans cesse des allers-retours entre la maison de Guillaume, l'école secondaire, le Nunavut Arctic College, dans ce premier voyage, en tirant un créneau avec deux mystérieuses grosses boîtes rouges qui avaient certains objets à l'intérieur, et qu'après coup, plusieurs nous ont avoué se demander un peu ce qu'on était en train de faire avec ces mystérieuses boîtes. Finalement, deux organismes ont souhaité s'investir dans le projet, le Nunavut Arctic College, qui a une antenne à Igloolik, et l'école secondaire d'Igloolik, avec à cœur pour eux de créer un site internet qui faisait connaître leur culture et surtout qui favorisait la transmission du savoir des aînés vers les plus jeunes, pour avoir aussi, au final, un outil pérenne en ce sens. Donc à partir de ce moment-là, les objectifs du projet sont devenus ceux-là, de créer cet outil numérique pédagogique et de favoriser la transmission de ces savoirs sur la culture matérielle des générations passées vers les jeunes Inuits, ce que je vais développer un petit peu plus loin. Un second voyage a eu lieu, cette fois-ci à Québec, où trois Igloolik sont venus dans les locaux des collections de l'Université Laval. C'est Déborah, deux aînés, Déborah Kanunak et Natalino Pugatuk, ainsi qu'un interprète, Roland Actou, qui sont venus pour débuter ensemble le travail de documentation des objets et l'enregistrement de témoignages audio et vidéo pour futurs contenus en fait, du musée virtuel. Il est intéressant de noter que Déborah est la fille de Noah Pugatuk, qui est l'un des artisans d'objets de la collection, et que Natalino est le fils de Michel Koupak, qui était l'un des informateurs principaux de Bernard, également artisan d'objets dans la collection. Ces aînés avaient donc des souvenirs et des anecdotes d'enfance sur leurs parents utilisant ces objets, qu'ils avaient à cœur de partager, qu'ils ont accepté de partager pour que ce savoir soit conservé. Enfin, un troisième voyage a eu lieu, avec des objets toujours, à Igloolik, en novembre 2022, pour continuer la discussion avec la communauté, le travail de documentation des objets et continuer à recueillir des témoignages audio et vidéo des Igloolik qu'ils souhaitaient pour nourrir le musée virtuel. Les deux derniers voyages, je vais passer rapidement, c'était plus de la post-production de notre collaborateur principal, Jack Holly, du Nunavut Arctic College, a participé à toutes les étapes du projet, donc les deux dernières étapes ont été faites en ce sens. Quelques chiffres très rapidement, simplement pour montrer les différents formats qu'ont pu prendre les rencontres, puisque c'est là-dessus qu'on se concentre aujourd'hui. Donc des ateliers scolaires, des journées d'ateliers avec des aînés, des ateliers communautaires, la rencontre du conseil municipal. On comprend finalement qu'à travers ça, à travers ces chiffres et ces voyages, que ces objets ont été vecteurs de création de relations. D'abord entre les différentes équipes de l'Université Laval, ça c'est vraiment au sein de l'université, les collections, la bibliothèque, les anthropologues. Aussi entre cette équipe et les acteurs d'Igloolik, donc à la fois des collaborateurs qui nous ont aiguillés, dont évidemment Guillaume, qui nous ont aiguillés au cours de notre démarche pour développer ça, avec des conseils bien avisés à chaque fois, des partenaires, donc le Nunavut Arctic College, l'école, et puis les participants, les Igloolik qui ont souhaité témoigner sur le site internet. Finalement, des relations aussi entre les Igloolik, puisque entre les aînés qui étaient désireux de partager leur savoir, et également des professeurs de l'école envers les jeunes de la communauté. On constate donc que ces objets ont été et sont encore des vecteurs de création de relations, particulièrement entre les générations. Et ça, à plusieurs égards.
Par exemple, déjà, en ayant rassemblé lors de l'avenue des aînés à Québec, en ayant rassemblé ces aînés impliqués, donc avec Bernard et Françoise, je rappelle que ces aînés sont les descendants d'artisans ayant fabriqué ces objets, donc ayant travaillé avec Bernard. Entre les générations également, à travers les ateliers scolaires, donc entre les professeurs, avec des aînés sur place dans les ateliers scolaires également physiquement présents, mais aussi à travers les témoignages de ces aînés dans des capsules audio et vidéo qui sont mises sur le site internet. Là, c'est une photo d'un atelier que j'ai animé dernièrement en mars à Idolik, où les jeunes de l'école découvrent le site internet et découvrent les témoignages de leurs aînés sur place. Finalement, également création de relations entre les générations, parce que ces aînés ont également mentionné choisir de participer pour honorer la mémoire de ses ancêtres à travers leurs souvenirs d'enfance, à travers le partage de leurs souvenirs d'enfance, et également par la transmission de ces savoirs vers les plus jeunes générations. Également des relations entre les générations d'anthropologues, puisque c'est la collection qui vient initialement de Bernard, qui était donc évidemment professeur émérite à l'Université Laval, et professeur avant ça, Caroline Hervé, qui est professeure aujourd'hui à l'Université Laval, et Marie-Pierre Thibault et moi-même, qui étions à ce moment-là à la maîtrise en anthropologie à l'Université Laval. Et également création de relations entre les générations, alors là Guillaume en parlera sûrement mieux que moi, mais entre les générations aussi dans la famille Saladin-Mambure, puisque je pense notamment au jour où l'un des enfants de Guillaume a rencontré, entre guillemets, ces objets égouliques lors de notre premier voyage sur place. Il est certain que ces objets nous ont fait entrer un peu dans l'intimité de certaines familles, dont on rapportait, dépendamment des perspectives, des objets de leurs grands-parents, de leurs parents ou de leurs ancêtres, à commencer notamment évidemment par la famille de Bernard. Donc la circulation de ces objets et leur manipulation ont été des facteurs déterminants dans la construction de cette collaboration et dans l'enrichissement croissant et réciproque de cette relation. Ils ont parfois activé la colère de certains parce que des objets ramenés par des anthropologues blancs ont pu faire émerger, d'une période bien particulière, ont pu faire émerger des souvenirs liés aux politiques coloniales ou à une pratique, à une période plutôt extractiviste de l'anthropologie. Également, évidemment, la question de la rapatriation des objets a été soulevée plusieurs fois. L'Université Laval était ouverte sur une possible demande officielle de retour de ces objets. Mais ce qui était intéressant également, c'est que ces objets étaient aussi un point de rencontre entre différentes perspectives sur les objets en tant que tels. Déjà, au premier rang, l'équipe universitaire, Valérie Boulva et son équipe, qui était soucieuse de la bonne conservation de ces objets précieux, de ces objets muséaux, qui sont, comme vous le voyez, conservés et transportés de façon très prudente. Une fois à Igloolik, par contre, on a compris que les Inuits y voyaient plutôt des outils et non pas des artefacts, comme selon la définition plus muséale. Ils se demandaient plutôt à quoi évidemment servaient ces outils pour les plus jeunes qui ne les connaissaient pas, mais à quoi également ils pourraient servir aujourd'hui. Pourquoi ces objets ne servaient, entre guillemets, plus à rien. Plusieurs ont d'ailleurs relevé le fait que certains objets semblaient ne jamais avoir été utilisés ou être de petite taille, ce qui était normal puisque, comme on l'a vu, Bernard avait parfois passé commande pour des reproductions. Mais ça les faisait s'interroger sur leur utilité ou leur valeur, ce qui était intéressant de découvrir comme perspectives différentes. D'autres ont d'ailleurs ironiquement proposé de remplacer certains objets parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient un peu sales. Ou qu'ils en avaient un plus neuf et plus reluisant chez eux, qui se proposaient de nous donner ou de nous vendre maintenant. Finalement, ce qui a été intéressant, ce qui a été particulièrement intéressant à vivre, entre autres aspects évidemment dans ce projet, ça a été de voir justement que les collections
du fait de la conservation complexe de ces objets, demandait de manipuler les objets avec des gants, ce qui ici n'est pas est une méthode pratiquée et comprise. Par contre, c'est pas toujours évident d'expliquer ça aux Inuits, dont c'est le père ou le grand-père qui a façonné ces objets, qu'il va falloir prendre des gants pour toucher un petit peu l'objet, mais surtout ne pas l'utiliser plus que ça. Évidemment, on a été pris à notre propre jeu et avec beaucoup de bienveillance et d'humour. Les aînés ont demandé à les manipuler, notamment à Québec. C'est aussi avec le corps qu'on se souvient, c'est aussi avec le corps qu'on enseigne. L'exemple du jeu de force, 2 exemples pour terminer. L'exemple du jeu de force où Nathalie No a maintes fois mentionné qu'il allait faire très attention, mais qu'il était important de nous montrer physiquement comment étaient utilisés ces objets, là où l'équipe des collections a eu assez peur pour cet objet. Et ensuite, pour terminer, on n'a pas résisté à vous partager une petite vidéo sur des masques cérémoniels qui sont utilisés dans le jeu du Tivayuk, qui est une pratique ludique pour faire peur et pour taquiner les convives, comme ils l'ont mentionné. Il demande s'il peut l'essayer, s'il peut le mettre. Just to make people laugh. It works. Yes, I would. Yes, I would. Finalement, pour terminer, le site internet Mondes Inuits, il verra le jour à la fin de l'année, en décembre 2025 ou janvier 2026, comme résultat de l'ensemble de ces rencontres, notamment entre les générations. Il s'adresse aux scientifiques, aux intervenants du Nord, aux jeunes Inuits, au grand public, désireux de mieux comprendre les sociétés inuites. Il a pour objectif notamment de devenir un outil pédagogique utilisé dans les écoles du Nunavut, ce que de nombreux professeurs d'Iqaluit ont appelé de leur vœu lors de mon dernier séjour sur place. Et comme Caroline l'a dit, il a évidemment pour but de rendre hommage au travail de Bernard et également à l'ingéniosité et la richesse de la culture inuite. Je laisserai Caroline pour la phrase de conclusion. Donc, pour conclure, ces objets qui ont été collectés dans les années 60 au Nunavut, au Nunavik, ont une véritable vie sociale, pour reprendre les termes d'un anthropologue célèbre. Ils sont considérés comme des témoins d'un mode de vie qui s'éteignait. Ils ont été fabriqués à la demande de Bernard pour constituer une collection ethnographique, comme il était coutume de le faire dans ces années-là. On réalise à quel point ces objets sont les vecteurs de relations entre les générations notamment. Et 50 ans plus tard, donc nous avons entrepris de sortir ces objets des murs des collections et de les rendre accessibles au grand public, mais tout particulièrement aux jeunes Inuits. Donc voilà, nous avons hâte de lancer le site internet qui est en pleine traduction en Inuktitut en ce moment. Et je vais m'arrêter là. Donc merci.